Merci. Alors, je ne sais pas si je peux mettre peut-être debout. Donc, moi, Viviane Durand-Guerrier, alors, je dois dire, j'ai été invitée parce que on a. Donc, moi, je suis la présidente de la Commission française d'enseignement des mathématiques. Alors, je peux dire quand même d'où je viens. Je suis professeur émérite en didactique et épistémologie des mathématiques de l'Université de Montpellier, dans laquelle j'ai travaillé dans mon domaine, mais aussi avec quand même pas mal d'interactions en interdidactique avec la physique, avec des interactions avec en sciences du langage aussi, pour des questions qui m'intéressent. Moi, je travaille beaucoup sur les liens entre la logique de langage, l'argumentation, la preuve et l'apprentissage mathématique. Donc, il y a aussi tout un champ, pour le coup, d'interaction avec les SHS. En fait. Donc, il n'était pas présent. Donc, voilà. Maintenant, je reviens sur la Commission française sur l'enseignement des mathématiques. Justement, la question de l'interdisciplinarité pour les mathématiques, c'est une question, et c'est une question qui est difficile. Ça fait longtemps qu'il y a des recommandations dans les curriculums pour un développement de l'interdisciplinarité dans lesquelles les mathématiques puissent occuper une place effective, et on sait que c'est difficile. Ça fait longtemps et c'est toujours difficile. Et les derniers sondages qui ont été faits sur ce fameux enseignement scientifique montrent qu'il y avait seulement 6% de professeurs de mathématiques qui intervenaient dans cet enseignement qui était censé être pluridisciplinaire, sciences physiques, chimie, sciences de la vie de la Terre et mathématiques. Et les mathématiques, finalement, n'avaient pas trouvé leur place. Donc, nous, on a voulu faire ce colloquium avec l'Association de recherche en didactique des mathématiques pour essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire autour de ces questions-là, du point de vue donc, de l'enseignement et de l'apprentissage. Et on s'intéresse aussi aux questions de médiation. Donc, Dominique, tu nous en as parlé, mais voilà, c'est aussi des choses qui nous intéressent. Donc, je vais pas lire les diapositives, hein, mais d'abord, ce que vous pouvez voir, c'est que la CFEM, c'est déjà un mouvement de société savante, en fait. C'est-à-dire que toutes les sociétés savantes qui s'intéressent à l'enseignement des mathématiques sont une composante de cette commission française sur l'enseignement des mathématiques. Il y a également l'Institut Henri Poincaré, qui est, lui, fondamentalement interdisciplinaire en maths physique. Hein. Voilà. Et puis, il y a Tangine, et on a, je ne vais pas les citer toutes, mais voilà. En gros, on est déjà, en fait, un consortium de sociétés savantes, et ça nous permet non pas directement de parler d'interdisciplinarité, mais ça nous permet de parler entre nous et d'échanger sur les différents acteurs, en particulier de la formation, à l'enseignement et à la médiation. Voilà. Alors, c'est ce qu'on a voulu regarder, c'est alors interdisciplinarité, pas pluridisciplinarité, pas adisciplinarité, vraiment interdisciplinarité. Et c'est le sens de ce qu'on avait mis. Alors, les questions des opportunités dans les curriculums, où sont les opportunités de faire un travail pluridisciplinaire à l'école primaire, au collège, au lycée? Il y en a. Où elles sont? Est-ce qu'on les exploite? Comment on fait pour les exploiter? Donc ça, c'est vraiment... Et puis, la question des freins, on est obligé de reconnaître, quand on s'intéresse à la question de l'interdisciplinarité avec les mathématiques, c'est que des freins, il y en a, et il y en a beaucoup, et c'est pas facile de... Voilà. Mais il y a aussi des leviers. C'était ça l'idée. Alors, je ne vais pas vous raconter le colloque, mais voilà, il y avait ces questions-là qu'on avait soumises aux intervenants en leur demandant d'y répondre. Et voilà, et une des questions centrales pour nous, c'est dans un travail interdisciplinaire dans la formation, que ce soit celle des élèves, celle des étudiants ou des futurs doctorants, il nous semble essentiel qu'il y ait un travail sur les contenus disciplinaires à l'œuvre. C'est-à-dire, on est en formation, si on veut former les gens à de l'interdisciplinaire, il faut qu'ils comprennent que chacune des disciplines a son rôle à jouer en tant que discipline et qu'il ne s'agit pas de faire disparaître les disciplines, il s'agit de les faire interagir. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et c'est ça, c'est pas si facile. Voilà. Merci. Christian Cartalon, maintenant, donc, vous êtes historien, géographe, bidisciplinaire. Je vous laisse. Oui, justement, je suis un peu gêné par votre phrase. Oui, parce que justement, vous m'avez présenté par discipline. Alors, je me sens très indiscipliné. Disons que c'est la disciplinarité qui me gêne beaucoup, fondamentalement. J'aurais tendance, je viendrai plus tard tout à l'heure, sans doute dans la discussion, à mettre en avant plutôt le métier, par exemple l'archéologie.
plutôt que la discipline, par exemple l'histoire. Et qu'il y a quelque chose qui fondamentalement, mais ça c'est une question très largement épistémologique, me gêne fondamentalement. Alors, plutôt que de faire présentation strictement d'un parcours académique, je veux dire une chose, c'est que j'ai été étudiant ici, vers 1970, donc on a créé à l'époque Paris 7, dans la descendance de Pouilly. J'étais inscrit dans l'UMR à l'époque, qui s'appelait Géographie, Histoire et Sciences de la Société, qui était déjà, il y avait quand même des noms disciplinaires, mais le mot-clé était Sciences de la Société. Quand j'étais étudiant, le département d'histoire avait été créé par, j'étais un géographe, le département d'histoire, a été créé par quelqu'un que, même si vous n'êtes pas historien, vous connaissez parce que c'était un grand militant des droits de l'homme, c'était Pierre Vidal-Naquet. Et Vidal-Naquet avait voulu dédisciplinariser à l'intérieur de l'histoire les disciplines historiques, c'est-à-dire l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc., le temps moderne, parce que je n'ai jamais rencontré un historien à l'université, mais j'ai rencontré des médiévistes, des modernistes, des antiquisants. Et encore, j'ai rencontré des hellénistes et des latinistes chez les antiquisants. Hein. C'était ces frontières, parce que le géographe peut parler de frontières, ces frontières sont souvent très, très étanches et vraiment destructrices intellectuellement. Il se trouve qu'au mois de l'automne prochain, je participe à un groupe qui publie collectivement un petit bouquin qui est pour l'unité de la science sociale au singulier, parce que j'ai été toujours frappé quand il parle de la physique ou de la biologie comme de vastes mondes, de grands champs, qui donc, quand on se passe de l'enseignement secondaire, vont apparaître comme des disciplines, mais qui, comme supérieurs, vont évidemment se sanctionner, mais il reste des champs. C'est cet héritage. Peut-être que, si je peux, tout à l'heure, je reviendrai sur l'effet des disciplines du secondaire par rapport aux champs scientifiques. On n'a pas un super. Mais inversement, on ne dit jamais la science sociale. Voilà, parce que de plus, le mot sociologie a monopolisé un sous-ensemble de ce champ. Donc, on n'a pas proprement parlé un mot équivalent à physique ou à biologie. Or, matière, vie, société, ça me semble vraiment des grands champs qu'on peut effectivement travailler et qui posent un problème. Donc, ça, c'était le premier point. Vous voyez, je n'ai pas du tout parlé de mon parcours académique, mais j'aurais effectivement pu. J'ai commencé pratiquement en étant prof d'école normale d'instituteur, ça voulait dire d'institutrice d'ailleurs, notamment. C'est-à-dire quelque chose où la multidisciplinarité ou l'interdisciplinarité était par définition la chose. Ça reste toujours sur le protocole, bien sûr, mais c'est un problème de fond. Et vous avez bien fait de rappeler, je ne me suis toujours pas adapté le mode horaire, parce que j'ai arrêté le plus tôt possible mon début plus tard. Je ne me considère plus comme actif d'emploi universitaire depuis 8 ans, et même si, bon, bah, vous voyez, il y a des liens, malgré tout, on n'y échappe pas tout à fait. Mais justement, c'est parce que je peux enfin échapper à les ensembles, les frontières disciplinaires. Il arrive de temps en temps que des journalistes me demandent pourquoi je ne suis pas historien officiellement, mais géographe. Et la réponse que je fais, c'est parce que la géographie, justement, c'est une discipline molle, floue, qui a eu suffisamment de crises pour savoir exactement qui elle est, dont l'identité est incertaine, etc. Et évidemment, les géographes, et moi le premier, j'ai fait ce genre de choses pour des raisons purement corporatives, parce que discipline égale souvent corporation. J'ai insisté sur l'importance, le caractère solide de la géographie. Mais justement, la géographie m'a permis de m'affranchir de toutes les frontières, en particulier les frontières historiennes. Ça me semble extrêmement important de pouvoir faire ce genre de choses qui permettent ensuite de faire des recherches, des travaux ou des publications publiques. Mon boulot, grâce à Dominique Garcia, vous avez vu des exemples de cartographie. Mon boulot depuis 4 ou 5 ans consiste essentiellement à diriger une collection d'atlas historiques. Le prochain s'appelle Atlas historique. À la rentrée, c'est pas la plus Atlas historique de la planète Terre. C'est-à-dire que je travaille à la fois avec la revue à l'histoire, ça c'est pas nouveau, mais avec la revue Sciences et Avenir en recherche. Donc, je travaille avec des journalistes qui sont d'origine biologique, astrophysiciens, aussi bien qu'archéologues et historiens. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très efficace, d'autant plus que très vite, au bout de peu de temps, bien sûr, chacun a son métier, peut faire l'expert par rapport à d'autres domaines, mais très vite, j'ai vu que l'astrophysicien avait des opinions
ou en tout cas discutait ne serait-ce que la lisibilité d'une page sur les traites négrières. Et que réciproquement, l'historien du XIXe siècle, de la révolution industrielle, s'intéressait à des questions de biologie. Donc voilà, ça me semble une expérience fondamentalement importante. Alors autant je crois au métier, par exemple au métier d'enseignant, à différents niveaux, et inversement, je crois que les cloisonnements disciplinaires sont quelque chose qui sont particulièrement dangereux et particulièrement indurés. Merci beaucoup. Là, je vais être très simple. Laurent Laroche, qui êtes-vous? Merci beaucoup, Florence. J'avais prévu d'aller peut-être sur un petit site web pour vous montrer quelques éléments. Et ça va me permettre de m'introduire pendant ce temps-là. Non, mais garde la connexion. Oui, mais je fais le part. Ah, d'accord. Okay. La connexion y est. C'était juste. Bien, bonjour à tous. En tous les cas, je suis ravi de m'avoir invité, Florence. On nous avait proposé d'intervenir à deux voix avec mon collègue historien Jean-Louis Clermonton. Et puis finalement, il n'a pas pu être là, mais ce n'est pas bien grave. Puisqu'en fait, avec Jean-Louis, ça fait 20 ans qu'on intervient ensemble sur un certain nombre de projets interdisciplinaires. Et puis, on intervient souvent à deux voix. Voilà. Donc finalement, que ce soit lui qui parle ou que ce soit moi qui parle, c'est un peu je dirais presque la même chose, mais pas complètement. Peut-être me présenter, moi, pour le coup, effectivement, je suis un petit peu plus jeune que vous tous, et du coup, j'ai moins d'expérience. Donc, je vais me permettre de présenter mon parcours académique, qui, à mon avis, justifie l'interdisciplinarité qui doit être présente, puisque je suis un produit de l'interdisciplinarité. J'ai effectivement fait une école d'ingénieur de l'autre côté de la France, qui s'appelle UTBM, puis un doctorat. Et maintenant, je suis maître de conférence à l'École centrale de Nantes. Voilà. Je travaille dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le LS2N, le laboratoire des sciences du numérique. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Et puis pour l'enseignement, j'enseigne le génie mécanique et le génie industriel, donc il y a des choses absolument issues des sciences dures. Pour autant, ça fait, donc je vous disais, une vingtaine d'années que je travaille sur une thématique de recherche qui est celle du patrimoine numérique. Je vais tout de suite aller vous montrer quelques éléments sur... Oui. Il faudra juste partager l'écran pour que les gens qui voient sur Zoom. Normalement, c'est bon. Donc, je disais, on intervient avec deux laboratoires finalement, le LS2Z, le laboratoire des sciences numériques, et puis le CFB, le Centre François Viette, le laboratoire d'épistémologie, d'histoire des sciences et techniques de Nantes Université. Ah oui, j'ai oublié de dire effectivement que, étant donné que Nantes a été les site aussi depuis quelques mois, j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe de la présidente de Nantes Université sur la formation continue. Et lorsque j'ai parlé à notre présidente en disant bah oui, je pourrais intégrer l'équipe, mais que faire? Et pour moi, l'interdisciplinarité est fondatrice. Il faut qu'on puisse proposer des parcours de formation. Il m'a dit, bah, pas voir du côté de la formation continue, il y a sûrement beaucoup de choses à faire. Et pour moi, c'est un point d'honneur à ce qu'on arrive à expérimenter en formation continue des choses pour ensuite les mettre en formation initiale. Donc, pour revenir à mon parcours, lorsque j'ai fait ma thèse, j'étais effectivement dans ces deux laboratoires de recherche. J'ai soutenu ma thèse avec un jury interdisciplinaire. J'ai été qualifié le maître de conf en 60e section, en 61e section et en 72e section. Donc 60 et 61, c'est génie mécanique et génie industriel automatique. Et puis 72e, l'épistémologie et l'histoire des sciences et techniques. Lorsque j'ai passé mon HDR il y a 5 ans, j'ai également été qualifié en 60, 61 et 72. Je n'irai pas postuler sur un poste de 72, je sais ô combien ils sont difficiles à obtenir. Et pour être honnête, je ne vise pas du tout le poste de prof. L'essentiel, c'est ce qu'on a envie de faire dans la vie et pas forcément la carrière. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dans mon jury d'HDR, j'avais 5 disciplines. C'est une qui était représentée. Et je me souviens de cette phrase d'un membre du jury à la fin qui m'a dit mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues tes projets de recherche ou est-ce que tu prends ton bâton maréchal et tu vas répandre l'interdisciplinarité un peu partout? Et je lui ai dit bah, écoute, moi j'ai envie de faire un petit peu les deux. Voilà. En quelques mots, depuis que je suis dans une école d'ingénieur, j'ai quand même réussi à introduire le monde de la culture et le monde du patrimoine, puisque si je faisais un peu le bilan hier soir, depuis 20 ans, en fait, c'est plus de 350 étudiants de niveau Bac+5 qu'on a formés à l'interdisciplinarité
On a également eu 5 docteurs qui ont été 51% SPI et 49% SHS. Voilà, donc j'ai été le premier, et puis j'en ai co-encadré 4 derrière. Et puis aujourd'hui, surtout, j'ai beaucoup d'étudiants ingénieurs qui travaillent dans des institutions patrimoniales, qui travaillent dans des musées ou dans des institutions culturelles, et qui, peut-être on aura l'occasion d'y revenir par la suite, reviennent me voir cette fois-ci pour témoigner en fait de ce qu'ils vivent au quotidien et dire oui, c'est possible, on peut faire des choses. Voilà. Nos projets de recherche, un petit mot sur l'interdisciplinarité. De notre point de vue, notre recette de cuisine, on s'est posé la question avec Jean-Louis Carenton de créer un labo commun. Et finalement, on s'est dit non, on ne va surtout pas le faire, puisqu'en fait, chacun doit garder son expertise dans son domaine et garder son laboratoire. Par contre, tous nos projets de recherche et tous nos projets avec des institutions, par exemple, on les fait à 2 têtes, voire à 3 ou 4 avec d'autres laboratoires, puisque maintenant, on a rayonné un petit peu avec le laboratoire d'école d'archi, l'AMO, qui est le laboratoire l'antique et moderne, et puis le LARA, qui est le laboratoire d'archéologie. Voilà, donc on a un certain nombre de projets, on les met ensemble, et le plus important finalement, c'est que chacun garde ses problématiques de recherche. Voilà. Il est hors de question qu'une science soit asservie à une autre, il faut qu'on ait chacun nos problématiques et qu'ils puissent s'enrichir les unes avec les autres. Et je vous garde le teasing sur la formation par la suite, parce que je crois que Florence a préparé des questions. Je voulais juste vous parler très rapidement. On a eu un projet de recherche qui a été terminé qui s'appelait Récit pour rétroconception d'objets patrimoniaux. À l'aide du numérique, comment on va conserver et valoriser notre savoir-faire et nos connaissances. Je ne parle pas du tout de dispositifs qui font effet waouh avec de la 3D pour les musées, on n'est pas là-dessus, on est vraiment quelle est la partie immergée de l'iceberg qu'on va transmettre pour les générations futures. On a eu plusieurs, je vous inviterai à aller voir le site web de Récit, donc c'est www.récit.fr, et on a eu plusieurs journées d'études interdisciplinaires. On les a vraiment voulu interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas proposé de cas d'études. Et en fait, on a fait des sessions thématisées, non pas en disant je vais faire un thème sur l'archéo, un thème sur l'histoire. On a dit voilà, quelle est la problématique transversale qu'on a ensemble. Par exemple, ça peut être la gestion des connaissances. Ok, qui bosse sur la gestion des connaissances? On a effectivement des musées, on a les archéologues, tout le monde travaille. Donc, réunissons-nous autour de ces thématiques. Et lorsqu'on a fait notre bilan du projet lors de cette journée d'études, c'est pour ça que je voudrais vous montrer ce schéma, parce que ça a fait tilt lorsque j'ai préparé la conférence. Voilà le brainstorming qu'on a fait avec tous les participants. Ils ont tous rajouté des mots-clés. Et celui qui ressort, il est au cœur, c'est interdisciplinaire. Et je trouvais que ça faisait un beau lien en tous les cas avec les 3 journées que vous avez organisées. Voilà. Merci beaucoup, Florent. Je donne la parole à Césaire. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Alors, peut-être je suis un peu plus junior que les personnes qui sont intervenues avant moi. Et peut-être la raison principale pour laquelle je suis ici, c'est mon parcours. Alors, je vais peut-être le rappeler avant de faire quelques remarques. Donc, je suis actuellement maître de conférence en civilisation économique et en anglais économique à Paris en Sorbonne. Mais pour reprendre les choses d'un peu plus loin, et je pense qu'il faut le faire, j'ai commencé d'abord en lycée par une sorte de boulimie de connaissances. Et le lycée dans lequel j'ai été éduqué permettait d'avoir cette option, ça faisait 50 heures par semaine. Et il y avait un merveilleux écosystème disciplinaire, d'une très grande diversité, une biodiversité disciplinaire qui permettait ces choses-là. Et une des raisons pour lesquelles j'avais opté pour des classes préparatoires en sortant du lycée, plutôt que par exemple l'université directement, c'était précisément l'impression de perte que j'aurais eue dans ce que certains ont appelé le silo disciplinaire. Les préparatoires permettaient de prolonger la très grande diversité d'expositions qu'on pouvait trouver au lycée. Pour sauter très rapidement sur les événements, j'ai commencé un travail de thèse qui on pourrait qualifier de transdisciplinaire, donc l'objet était transdisciplinaire, au sens où l'objet sur lequel je voulais travailler, en histoire intellectuelle, on va dire, ce qu'on pourrait appeler la Begriffsgeschichte, c'est la histoire conceptuelle à la Concerec, a traversé un certain nombre de champs disciplinaires. Et en fait, si j'avais à décrire ce que j'ai fait pour mon travail de thèse, je le dirais de la façon suivante, en le comparant au travail d'un mineur. J'ai commencé à suivre le filon. Il se trouve que le filon traversait des couches géologiques et aussi des couches, peut-être traverser des frontières que j'avais pas envisagées d'abord.
Et donc, au cours de mon travail de thèse, pas évident pour moi qu'il fallait que je pluridisciplinarise mon parcours. Et c'est comme ça que j'ai repris aussi des études de licence, que j'ai obtenu 3 licences, de façon à pouvoir accomplir mon travail de thèse en réalité. Et que je me suis retrouvé à l'arrivée à avoir plusieurs qualifications et aussi un jury totalement disciplinaire. J'ai été recruté par la suite après de longues années en lycée, peut-être que je reviendrai aussi dans la formation. J'ai un ancrage en lycée qui est extrêmement fort, en classe préparatoire également, je ne sais où. Ça va sur l'importance de la remarque que je vais faire. J'ai intégré un laboratoire universitaire qui est pleinement pluridisciplinaire et qui s'appelle le laboratoire phare, qui s'intitule Philosophie, Histoire et Analyse des représentations économiques, qui est un laboratoire qui appartient, dont le cœur appartient à une sous-discipline des sciences économiques, qui sont particulièrement fortes de Paris, qui est un peu marginal, qui s'appelle les HPistes, c'est-à-dire les historiens de la pensée économique par opposition aux historiens des faits économiques. Et ces HPistes ont un rapport assez naturel à un certain nombre de spécialistes d'histoire intellectuelle différents. Donc on se retrouve avec des spécialistes de littérature, des spécialistes d'histoire des idées anglaises du XVIIe siècle, modernistes, on va dire, comme je suis, avec des spécialistes de philosophie, notamment politique. Et tout ça forme un tout. Alors, est-il harmonieux? Ça, c'est une question peut-être intéressante et importante. Pour vous donner un exemple du type d'objet qui peut réunir différents spécialistes de disciplines différentes autour d'un projet, un des projets auxquels je n'ai pas participé parce qu'il a commencé avant que j'arrive et qui est emblématique de ce que fait phare, c'est un projet sur les phares. Tout simplement, c'est-à-dire sur le modèle économique parti du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, de ce que c'est que un système de surveillance maritime et de sûreté maritime autour des phares. Et c'est un modèle économique particulièrement intéressant à étudier dans l'Europe, aussi dans le monde, à partir de l'humanité, parce qu'on y retrouve des questions contemporaines, qui sont aussi des questions qu'on pose autour notamment des comas. C'est une question absolument centrale en économie et en philosophie aujourd'hui. Mais c'est des questions qui recoupent également des domaines clés dans lesquels on retrouve une interdisciplinarité que le CNRS appelle, je crois, radicale ou forte, c'est-à-dire entre les sciences dures et la sagesse, c'est-à-dire la question environnementale. Et par ce biais-là, la question des communs, les économistes, les HPistes et aussi tous ceux qui travaillent dessus peuvent se retrouver. Donc ça, c'est juste un exemple. Je vais d'autres exemples plus personnels, mais c'est juste pour donner une idée du type de collaboration, de collab en conditions d'études qui peut se faire dans le laboratoire où je suis intégré. Peut-être juste pour mentionner tout de suite, et ça aura un effet sur les remarques que je ferai plus tard, ce qui m'a frappé le plus, quand j'ai été formé par plusieurs disciplines, je suis vraiment plus disciplinaire, ma thèse est transdisciplinaire, mais je suis arrivé avec l'impression de ce laboratoire qui est par des HPistes, et donc finalement des économistes, en ayant une impression presque ethnographique de me retrouver à Bordeaux. Notamment en ce qui concerne tout simplement la sociabilité scientifique. Ça, c'est un point fondamental, pas seulement les méthodes, bien sûr, pas seulement les outils intellectuels qui sont employés, mais aussi c'est-à-dire les habitudes, l'habitus, et que la même ethos qui est déployé par les économistes, c'est très différent. Je vais donner juste 2 exemples et après je passerai la parole. Quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est que dans les disciplines où je viens, philosophie, histoire et linguistique, un travail de recherche, un article, c'est une activité solitaire. C'est-à-dire, notamment de modernistes, sur l'imprimé, la différence des linguistes, avec un peu de manuscrit aussi, et on travaille en bibliothèque, ça prend 6 mois, 7 mois, et on me disait que on ne peut pas être pour un autre. Il faut faire notre travail tout seul, et on signe l'article tout seul. La première chose qui me frappe, c'est que chez les HPistes, on signe toujours les articles collectivement. Alors, ceci, ça se rapproche un peu plus évidemment du travail qu'on peut trouver dans les sciences dures, où un article, un paper, ça peut être un rapport entier, peut être une petite signature, en médecine, c'est bien que ça. Et pour moi, c'était un choc. C'est un choc, non pas parce que l'activité serait solitaire dans les disciplines
où j'ai été sociabilisé, mais parce que la sociabilité se passe différemment. Par exemple, on collabore, travailler à monter des colloques, des ouvrages collectifs. Je suis un acteur collectif, j'ai beaucoup travaillé dans ce registre-là. On collabore pour faire des introductions au colloque. Il y a vraiment des interactions extrêmement fortes, comme dans les séminaires, mais les papers, c'est quelque chose qu'on signe tout seul. Il y a beaucoup d'autres petites remarques que je voulais faire, mais qui sont importantes à garder à l'esprit pour peut-être envisager s'il y a une formation à l'inspiralité. Moi, j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup de points d'interrogation. Je terminerai là-dessus très rapidement ensuite. Mais une des questions qui, pour moi, pourrait se poser, c'est finalement quel type de sociabilité scientifique, sociabilité scientifique on peut être amené à fréquenter et à comprendre, même si on ne la partage pas entièrement. C'est très difficile pour moi, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, de signer. J'ai essayé 2 fois. 2 fois, j'ai échoué, enfin, parce qu'on n'arrive pas à définir le fil directeur d'un article. Ils sont vrais, des articles de signature. Pour moi, c'est très difficile. Voilà, j'ai beaucoup d'autres choses à dire, peut-être des choses qui me mettront un petit peu en retrait ou en différent par rapport à mes collègues. Ici, je terminerai juste par ça. Par mon parcours, j'ai été un très grand enthousiaste de l'interdisciplinarité, et notamment de la rencontre qu'elle comporte, mais aussi de la pluridisciplinarité. Depuis 5 ans, j'entretiens un certain nombre d'inquiétudes, 5 ans à peu près, une étude croissante au sujet de l'interdisciplinarité. On fait des questions, et moi je ne demande qu'à être convaincu. Donc, je demande vraiment à mes collègues qui sont ici, qui sont plus savants que moi dans ce domaine, en tout cas, de me convaincre que c'est absolument quelque chose qui ne soulève aucune raison. Merci. Okay. On va continuer avec vous, Sylvie, puisque vous êtes sur la conférence. Comment est-ce que cette interdisciplinarité, vous l'avez reçue, pratiquée, vous la transmettez, vous la mettez en application à vos étudiants? Alors, la difficulté, c'est que en réalité, j'enseigne très peu la recherche. Puisque je fais essentiellement de l'anglais économique à l'école de management de Sorbonne. J'ai quelques cours que je fais des historiens, des philosophes, et je peux l'utiliser un petit peu en M2 dans ce que je fais. Je transmets très peu mais en même temps, ils le sont déjà. Notamment quand on a affaire à beaucoup de double licences, notamment des gestions cinéma, des gestions par exemple. J'enseigne également à M1, droit et philosophie. J'allais dire, je n'ai pas besoin d'être initié à ce type d'expérience. Pour beaucoup d'entre eux. Si j'avais une recommandation à faire, c'est j'ai été étudiant aux États-Unis. J'ai aussi enseigné aux États-Unis il y a très très longtemps. Quelque chose qui me manquerait, je sais que c'est dans les canons depuis très longtemps, mais ça a beaucoup mal à être mis en place, sauf par l'intermédiaire de ces doubles licences et ce type de jeu. C'est la question des majeurs et des mineurs. Je ne comprends pas pourquoi l'université française, on ne peut pas avoir un système de majeurs-mineurs comme on peut en trouver, par exemple, dans l'université américaine. C'est quelque chose qui permet véritablement une pluridisciplinarité à l'université. C'est quelque chose de... Si j'avais à défendre une mesure, ce serait ça. Viviane, est-ce que vous, de ce côté-là, au niveau de la formation des étudiants de l'interdisciplinarité, oui. Moi, je peux dire oui. Alors, d'abord, je vais dire une chose. Moi, j'ai commencé comme professeur du second degré, et c'était dans les fin des années 70, et on faisait du travail interdisciplinaire avec les professeurs de français. Et donc, on travaillait sur des articulations entre les mathématiques et la littérature avec nos élèves, et on faisait aussi des interactions. Donc ça, c'est très ancien. Et puis, après, j'ai été formatrice des professeurs d'école à l'UFM de Lyon. Et les professeurs d'école, pour moi, ils sont polyvalents. C'est vraiment... Et là, on travaillait avec les futurs professeurs d'école, on montait avec eux des activités, on essayait de leur faire comprendre comment est-ce qu'ils pouvaient avoir des activités qui étaient interdisciplinaires
impliquant les mathématiques, qui est toujours un peu difficile. On essaie de leur faire comprendre aussi qu'il peut y avoir de la créativité en mathématiques. Et que, effectivement, si on pense à la créativité en mathématiques, ce n'est pas formule, etc. Donc, il y a d'autres choses. Voilà. Donc, je pense que pour les professeurs d'école, la polyvalence est une opportunité, là, pour le coup, vraiment une opportunité qu'on peut exploiter. Moi, j'ai travaillé avec du français, la géographie. Voilà, ben oui, on travaillait sur la logique, sur la notion d'enquête, on travaillait sur les analyses de romans policiers, on travaillait sur la structuration de la poésie, etc. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Tout le monde connaît l'UNIPO aussi, un mémoire de littérature potentielle. Donc, il y a un potentiel très important qu'on essaye de faire vivre dans les formations, dans les INSPE. Maintenant, si je passe dans le second degré, donc ensuite, quand j'étais à Montpellier, j'étais plutôt impliquée dans la formation sur du degré. C'est pas moi qui ai mis en place cette formation, mais à Montpellier, elle a été développée avec Valérie Mounier pour la physique, des collègues en biologie et puis des collègues en mathématiques. Une formation qui concernait tous les enseignants du second degré des sciences. Alors, là, c'était des sciences dures, hein, c'est-à-dire physique, chimie, biologie, sciences de la Terre et mathématiques. Et tous ces gens-là travaillaient ensemble. On leur faisait monter un projet pluridisciplinaire, interdisciplinaire, pardon, qu'ils mettaient en œuvre dans leur classe, sur lequel ils faisaient une analyse, un retour et un partage. Et donc ça, c'est quelque chose qui a marché, qui a fonctionné pendant de très nombreuses années et qui s'appuyait sur un groupe de travail qui était au sein de l'IREM, l'Institut de recherche français dans les mathématiques. De nombreux IREM sont en train de se transformer en Institut de recherche en enseignement des sciences, donc avec des sciences expérimentales. Voilà. Donc ça, c'est des choses, alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça demande énormément de travail et d'investissement. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire je mets 2 heures d'enseignement scientifique en première et en terminale et tout va très bien se passer, l'interdisciplinarité va vivre au lycée, c'est pas vrai. On met 2 heures et puis on donne aucune heure de concertation, aucun temps de préparation et les ressources ne sont même pas à la disposition des enseignants. Donc, je pense que pour ce qui concerne la formation des futurs enseignants et donc la possibilité que ça vive au lycée, dans le secondaire, il faut passer par la formation initiale et continue. Et là, je partage complètement ce qui a été dit tout à l'heure. On doit impérativement former et pour ça, c'est un travail de longue haleine qui doit s'appuyer sur les recherches et pour le coup, des recherches qui sont en didactique, en histoire, en épistémologie, en philosophie, et puis du domaine aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin vraiment d'équipes pluridisciplinaires. Donc ça, je pense que c'est vraiment un enjeu très, très fort. Un autre endroit, pour nous, c'est on a un master de didactique. Pendant longtemps, c'était un master qui s'appelait Histoire, philosophie et didactique des sciences. Et donc, on a perdu, le ministère nous a interdit de conserver cet intitulé. Donc, on a été obligé de s'appeler didactique des sciences. On a perdu, on avait un parcours histoire, philosophie des sciences à l'intérieur de ce master. On a perdu, on continue à faire de l'interdisciplinarité avec l'histoire et la philosophie et la didactique. Voilà, parce que c'est nécessaire, c'est-à-dire que la didactique, de toute façon, c'est déjà une science interdisciplinaire. Mais donc là, on fait travailler nos étudiants ensemble, et il y a une très grande partie de la formation qui est de cette nature-là. Donc ça, c'est pour alors, ça permet aussi de pouvoir avoir des recherches interdidactiques, on appelle ça l'interdidactique, depuis longtemps, voilà. Donc ça, c'est évidemment, c'est moins le côté SHS. Sur le côté SHS, alors, dans les sciences, dans les mathématiques humaines aussi, c'est vraiment la question du langage. C'est-à-dire qu'on s'imagine toujours qu'il n'y a pas de problème de langage en maths. Ce n'est pas vrai. Ça, pour le coup, c'est mes travaux de recherche. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. On a besoin de travailler avec des didacticiens de langue. On a besoin de travailler avec des linguistes pour comprendre les problèmes de structure de langage, comment le langage interfère, comment se passe la compréhension, etc. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé la grammaire en particulier. Et là, il y a vraiment, vraiment des besoins de travaux interdisciplinaires de ce côté-là. Et là, pour le coup, je pense que pour la formation, cette question-là, la question du langage, elle est essentielle. Partager le langage. On dit, pour moi, quelque chose qui est très important, je pense que ça rejoint un peu celui, c'est d'avoir un objet d'étude commun. C'est-à-dire, si je fais de l'interdisciplinarité, c'est que c'est un objet d'étude qui intéresse les chercheurs
qui sont engagés dans ce travail-là. Et cet objet d'étude commun, eh ben, une des premières choses qu'il va falloir qu'on fasse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière les mots qu'on utilise. Parce que quand vous changez de discipline, la sémantique des mots bouge beaucoup. Et puis, peut-être une chose qui est importante aussi pour la formation, c'est d'identifier ce qu'on pourrait appeler des objets frontières. Qu'est-ce qu'on appellerait des objets frontières? Alors, c'est des gens qui ont théorisé ça, mais par exemple, si vous pensez les mathématiques et l'informatique, un objet frontière, ça va être la théorie des graphes, par exemple, ou la cryptographie. Voilà, ça, ce sont des objets frontières. Et autour d'objets frontières, on va pouvoir construire des projets pluridisciplinaires. Donc, par exemple, avec les maths, autour de la question de la grammaire, il y a énormément, avec la logique, évidemment, et puis bon, la logique est partout. Donc, la logique, le raisonnement, l'argumentation et la preuve sont aussi des domaines qui nécessitent ce travail interdisciplinaire également. Donc, voilà. Mais ce n'est pas facile, c'est exigeant, et ce que j'aurais envie de dire, c'est que dans la formation, on a besoin que des travaux de recherche se développent dans le champ de la didactique en interaction avec les autres disciplines. Donc, voilà, ce besoin-là est très important. Les historiens du domaine et les didacticiens, les philosophes, c'est très important, les linguistes, etc. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, on n'y arrive pas. On a besoin de ce travail-là. Voilà. Donc, question. Puisque je termine le troisième, enfin, il y a une chose qui m'a frappé dans vos deux discours, c'est le fait qu'on a certainement tous ici présents quelque chose en commun, qui est d'avoir eu une curiosité sans frontières et du mal à choisir. Ce que vous racontiez sur les classes prépa et puis les 3 licences, sur le but tout à fait le dire, c'est la propre biographie que vous étiez en train de raconter, qui était 20 ans avant la mienne. Et puis, comme dans ces bâtiments, j'ai longtemps dirigé un master de didactique avec des mathématiciens. Voilà. Donc, je me souviens très bien de travailler sur Eratosthène, d'ailleurs, ensemble. Oui, effectivement, c'est les limites qui sont parfois pas tout à fait intéressantes. Et je partage entièrement, entre autres par l'expérience de ce master, le fait que les champs scientifiques sont des champs linguistiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un élément de travail essentiel. Alors, je voudrais faire une petite remarque disciplinaire, c'est-à-dire de géographie. Il y a une géographie, je l'évoquais tout à l'heure en disant que la France est particulièrement indurée. Il y a une géographie des disciplines qui sont souvent liées, entre autres, je vais partir des disciplines de l'enseignement secondaire pour leur effet induit. Je peux vous dire que, parce que c'est une expérience que j'ai souvent faite, que quand on dit devant un public français, peut-être d'ailleurs ça peut être votre cas, que quand on franchit la frontière, la discipline histoire-géographie disparaît. Elle n'existe nulle part ailleurs en France, sauf des pays qui ont été fortement influencés par le système scolaire français, donc d'anciennes colonies françaises. Bon, comme j'ai pas mal travaillé au Sénégal, dans toute l'Afrique noire francophone, il n'y a pas de problème, il y a l'histoire-géographie. Quelques pays qui avaient au XIXe siècle pris le modèle français, comme le Chili et le Japon. Voilà. Mais vous voyez, j'ai quasiment épuisé la liste. Partout ailleurs, la géographie n'a strictement aucun rapport avec l'histoire. Mais on a éventuellement avec la physique, là, le lien est assez facile, les mathématiques, la géographie mathématique, c'est une histoire, la cartographie en particulier. Et voilà, donc bon, je ne développe pas, mais cette particularité qui est justement une surprise, y compris pour les profs d'histoire français, qui pensent que c'est partout comme chez eux. Et on pourrait certainement aller au-delà, mais je crois qu'il y a un élément historique fort qui est, là je vais faire l'historien, des disciplines, qui est le point de la structure du lycée au sens ancien, c'est-à-dire commençant en 6e, de ce qu'on appelle donc le secondaire, mais j'ai connu ça moi, quand j'étais lycéen, j'ai commencé en 6e, et qui était ce que l'historien Lucien Febvre appelait le tout-puissant empire du milieu. Le milieu étant entre l'élémentaire et le supérieur. Étant que c'était lui le pivot dans l'histoire de l'enseignement en France, une très très vieille histoire d'Antoine Brault, qui est remarquable, qui explique très bien. Et l'élémentaire a été en partie impressionné, même s'il a gardé son autonomie pendant très longtemps, par le secondaire avec des sous-ensembles
pluridisciplinaire de ce fait, mais qui était liée à ce qu'elle allait se produire dans le secondaire, et le supérieur, qui a longtemps été avant tout, à l'époque de Jules Ferry, formateur d'enseignants du secondaire, donc avec des structures, en dehors du droit et de la médecine, avec des structures qui étaient liées aux disciplines du secondaire. Donc le fait qu'en France, ce puissant empire ait entre autres impacté l'intermédiaire entre l'élémentaire et le secondaire et le lycée, ce qu'on appelle chez le collège, d'autres termes, ça a été historiquement un combat, y compris sous forme syndicale, qui a été perdu par l'élémentaire face au lycée. C'est-à-dire qu'en entrant en sixième, en se retrouvant face à toutes les disciplines qui sont normalement bien cloisonnées, avec un prof spécialiste qui fait qu'un collégien aujourd'hui a généralement 10 professeurs différents. Ce qui fait évidemment un choc par rapport à son père quand il sort de l'école élémentaire. Il y avait un prof. Alors, je le dis d'ailleurs, tu pourrais le dire presque de manière biographique, parce que j'ai été pendant pas mal d'années, dans les années 80, jusqu'en 87, c'est une date précise, c'est-à-dire celle où on a supprimé le corps des PEGC. J'ai été formateur de prof de collège. Et j'ai souvent été dans des classes de 6e, même de 5e, où il n'y avait que 2 enseignants. Un qui était à dominante littéraire, si vous voulez, enfin qui enseignait le français, l'histoire géo, les langues, et puis un qui était à dominante scientifique, sans humour dur, évidemment, je n'aime pas. Mais moi non plus, personne ne l'aime, mais bon, on se faire comprendre, aux sciences de la matière. Et donc, qui fait que s'ils s'entendaient très bien, qui formaient une équipe à 2, on avait des sixièmes qui touchaient 100 fois mieux que celle à 10 profs. Donc, le fameux choc que l'on constate de baisse de niveau des gamins pendant quelques mois en sixième ne se produit pas. Parce qu'il n'y a pas d'équipe, il y a très rarement, il y a des bribes d'interdisciplinarité entre les enseignants de la classe de sixième et au-delà. Donc, historiquement, il s'est produit en différentes étapes, la dernière étant le collège. Il s'est produit une sorte de défaite de l'élémentaire par rapport, et de son caractère polyvalent, pour ne pas dire polydisciplinaire, par rapport au disciplinaire dur qui est la structure du lycée. Donc, ça a un effet extrêmement fort sur l'ensemble de la France, et paradoxalement, comme vous l'avez dit pour les classes prépa, même si je me souviens que quand je suis rentré en Hippocane, j'avais trouvé très très dur d'être obligé d'abandonner les maths. C'était vraiment, maintenant c'est possible, mais à l'époque c'était pas possible. C'est le secondaire qui peut permettre de prolonger la multidisciplinarité du lycée, pour l'interdisciplinarité. Mais on a là quelque chose qui impacte lourdement et dans lequel, qui est l'horizon global, le champ de contraintes, dans lequel on doit penser en France. Et justement, c'est très bien d'aller voir un peu ailleurs, parce que, comme vous l'avez très bien dit sur les majeurs mineurs, mais ça pourrait aller à beaucoup d'autres exemples, y compris dans le secondaire, la disciplinarité dure a des effets effectivement particulièrement douloureux, et certainement enfermants. Oui, comme vous avez cité Antoine Pro, et pour revenir sur son diagnostic, comme on le disait de façon extrêmement pertinente, on a répondu par la fondation du collège à une demande qui était en fait une demande de primaire supérieure par l'imposition du modèle équipe-classe de lycée. Et je suis tout à fait d'accord avec ce constat sur le collège, d'ailleurs tout le monde le fait. C'est probablement une grande imbécilité d'avoir calqué l'organisation du collège sur celle du lycée. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut, j'allais dire, corriger le bâton dans l'autre sens et fabriquer une polyvalence au niveau du lycée qui soit structurante? Ça, c'est une autre question. Peut-être on aura un débat là-dessus. Moi, je prendrais juste l'exemple de la réforme du lycée, notamment de ce que je connais, c'était la VHLP. Les fameuses options humanité, lettres et philosophie, où beaucoup de réformes, une concertation, puis une négociation, puis une préparation. Et c'est pour une partie la raison de l'échec global qu'on constate sur le terrain, en tout cas. Moi, je ressens sur le terrain de par mes amis et ma compagne qui enseigne en première. Il y a pratiquement très peu de cas où il y a une vraie concertation entre le professeur de lettres et le professeur de philosophie. Et pour revenir, peut-être ça c'est quelque chose d'extrêmement important à redire ici, à nouveau parce que la conception d'interdisciplinarité, c'est avant tout une science dure d'un côté et sa chaise de l'autre.
Il y a un vrai fossé méthodologique entre la philosophie et un fossé d'objet en général, même si on peut se retrouver sur certains côtés. Pour ce qui est de HLP, dans la plupart des cas, chaque professeur fait son cours dans son cours. Le professeur de lettres fait cours sur un thème comme les cours de la parole, qui est un thème magnifique, avec un ancrage en historique. Voilà, ça, j'aime beaucoup d'ailleurs les professeurs de philosophie qui ont l'habitude plutôt de raisonner par concept et par problème plutôt que par thème historique, différents écoles italiens, espagnols, de la philosophie. Là encore, il y a des dimensions géographiques très marquées. Le problème étant celui de l'évaluation. Et là, on tombe sur, c'est au moment de l'évaluation commune que les malentendus, j'allais dire, dans la relation discipline, se produisent le plus. Voilà ce que je veux dire. J'aurais d'autres choses à dire aussi, mais peut-être on remonte sur On va passer la parole. Merci. Effectivement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à la distinction entre les sciences d'ingénieur et les sciences humaines et sociales, parce que je pense qu'effectivement, je suis un peu à cheval entre les deux. Pour le coup, je vais prendre ma casquette de sciences de l'ingénieur. C'est vrai que travailler avec d'autres métiers, ça existe depuis que les écoles d'ingénieur existent. Sinon, on n'aurait jamais eu de route, de pont, de bâtiment. Et aujourd'hui, on n'aurait pas d'avion et pas de voiture. Donc, on est obligé de travailler avec d'autres métiers qui sont dans le monde de la technologie ou de la technique. Ma propre expérience, et c'est pour ça que je me suis ouvert à l'interdisciplinarité, c'est que j'ai eu un petit passage par ex-DEA, master, aux arts et métiers à Paris, et on avait des projets pluridisciplinaires à réaliser, où on nous mettait en face d'ergonomes, de designers et de technologues qui sont ingénieurs et non ingénieurs. Et c'est là que je me suis dit, mais un truc absolument génial, c'est-à-dire qu'on sort de nos précarés habituels, parce que le monde des ingénieurs, c'est un peu un monde de bisounours quand même, voilà, et on va s'ouvrir à l'ergonomie et au design. Et c'est là que je me suis orienté vers un autre domaine qui est effectivement celui qui soit le patrimoine et la culture. Moi, je crois que si demain on veut qu'il y ait de l'interdisciplinarité dans nos sociétés, parce que notre société n'est pas du tout monodisciplinaire, il faut effectivement qu'on ait des gens qui soient formés. Pour avoir des gens qui sont formés, il faut qu'on crée des viviers. Et du coup, ça revient à ce qu'on a, je pense, réussi à créer entre autres à Nantes. Et je vais parler pour ma paroisse à l'école centrale, cette formation de 150 heures à peu près, qui est destinée au Bac+5, qui s'appelle Impact pour ingénierie numérique pour le patrimoine marine. L'idée, c'est que le futur ingénieur n'a pas besoin d'aller dans une grande entreprise pour avoir un métier qui s'enrichisse. Il peut très bien aussi se mettre au service de l'institution culturelle, par exemple. Le problème, c'est qu'il ne les connaît pas, ces institutions. Il ne sait pas comment ça marche. Il ne connaît pas la culture en elle-même de ces institutions. Et en fait, ça lui fait peur, donc il n'y va pas. L'objectif de mon cours, c'est de désacraliser tout ça et leur dire, mais venez voir ce qui se passe dans d'autres domaines. Et tous les intervenants qui viennent, ce sont des professionnels. Ils interviennent non pas au nom de leur institution, mais en leur nom propre. Et j'insiste souvent beaucoup. Et si tu viens faire de la pub pour ton entreprise, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, je ne te paye pas. Je ne vais pas payer une vacation si tu viens faire de la publicité. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu viennes parler de ton parcours. Pourquoi tu en es là? Qu'est-ce qui t'est amené à venir ici? Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un ami qui travaille pour une société de production et il vient expliquer le métier de la production. On lui monte une scène, un spectacle, etc. Et à la fin, les étudiants, chaque année, me disent Monsieur Laroche, en fait, il fait du management de projet. Il fait ce qu'on fait nous en cours. Je dis oui, mais dans un autre domaine. Et avec en plus certaines appétences pour l'écologie et d'autres aspects. Donc en fait, moi je me dis, voilà, si demain on veut en fait susciter des vocations, il faut qu'on crée les viviers dans nos écoles. Et du coup, peut-être que là, la place, c'est l'institution avec un grand I qui doit favoriser l'interdisciplinarité. Je pense que ça va revenir à la deuxième question sur la formation des enseignants. Et je te laisse, c'est toi l'animatrice, Florence. Je voulais juste peut-être laisser un peu la parole à la salle s'il y a des questions ou des remarques sur ce qui a pu être dit. Pas sûr que ce soit tout à fait pertinent ce que je vais faire, mais j'ai un peu l'impression de sentir une tension entre vous, entre ce qui est disciplinaire et ce qui est faire tomber les frontières entre disciplines. Surtout peut-être vous, M. Bratalou, j'ai du mal à saisir comment est-ce que vous
placer une formation disciplinaire? Est-ce que c'est quand même vraiment nécessaire à un moment ou à un autre? Et comment est-ce qu'on place ça par rapport à l'ouverture aux autres disciplines? Oui, ça dépend de la discipline. Oui, ce que j'avais en collimateur, c'était des structures qui, à un moment ou à un autre, se sont cristallisées, sont devenues institutionnelles. Dans le sens universitaire, ça signifie des départements, des sous-départements. Ça signifie aussi, dans le champ national, des revues, des associations de spécialistes, etc. Voilà, qui crée progressivement quelque chose qui va avoir, comme toute structure, tendance à se reproduire. Et donc, avoir le risque que le mort saisisse le livre, c'est-à-dire que tout ce qui peut être dynamique, qui est souvent dans les marges, dans des fractions, dans des tâches fondamentales de recherche, a beaucoup plus de difficultés à se reproduire. Ça ressemble effectivement un petit peu à la question de l'HTR et le truc de la chair de prof, que vous évoquiez. Vous avez constamment ce genre de choses. Tout à l'heure, j'avais commencé à raconter que quand j'étais étudiant dans ces bâtiments en 1970, en histoire, ils avaient séparé les frontières, mais ils avaient aboli les frontières, enfin ils avaient tenté, entre les périodes qui définissent les sous-ensembles de l'histoire et aboli les frontières avec également les géographies, la sociologie, etc. J'en ai un souvenir ému comme étudiant, parce que je me souviens, c'était d'ailleurs extrêmement luxueux, avoir eu un cours sur les pays en voie de développement, on disait à l'époque, avec 4 ou 5 intervenants simultanés qui étaient jeunes à l'époque, mais qui sont devenus de très grands noms ensuite. C'était assez formidable et ils dialoguaient, bon, un peu comme on fait ici. Bon, évidemment, les moyens universitaires ne permettent pas de prolonger ce genre de choses. Mais évidemment, ça permettait une ouverture d'esprit qui peut-être posait effectivement problème à certains étudiants, à certains types de débouchés, et en particulier pour ce qui est le métier d'enseignant en préparation de contenu ensuite, c'est-à-dire pour moyens techniques qui, eux, ressaisissent le mort, comme j'évoquais, c'est-à-dire les héritages précédents. Quand je suis revenu 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, comme prof à Paris Diderot, l'ex-Paris 7, le futur Paris-Cité, j'ai rencontré, je crois que la première réunion à laquelle j'ai participé était, il y avait des historiens où les médiévistes, en gros, ont dit aux modernistes, l'an dernier, vous avez eu un poste de maître de conf de moderne, cette année, on doit avoir un poste de conf de médiéval. Et c'était par rapport aux 25 ans avant où Vidal Naquet avait voulu le détruire et au contraire interpénétrer par une réflexion anthropologique à l'intérieur interdisciplinaire, à l'intérieur du champ de recherche sur les sociétés passées, eh bien, on avait au contraire un retour qui faisait que les médiévistes, quand je leur ai dit ma femme, on rendait compte, et ils me disent, mais si on ne le fait pas, on va se faire bouffer. Et il n'y aura plus d'histoire médiévale. C'est vrai. Et à partir du moment où il y en a un qui commence, on sait que si le voisin s'arme, vous êtes obligé de vous armer. Voilà. C'est ce genre de choses. Alors, c'est pour ça que je crois, il est dans l'immédiat, dans la situation française, je le précise bien, utile d'essayer de faire en sorte qu'on fasse de la vraie interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas forcément de choses transversales, qui ne soient pas forcément du dialogue, ce qui est déjà bien, hein, et non pas des deux monologues côte à côte, mais interdisciplinaires. D'où le fait que tous les efforts du secondaire sont souvent uniquement des gadgets, puisque je me permets d'être polémique, c'est pour ça que m'avait interpellé. Je me souviens, il y a longtemps, quand on a lancé des trucs dans l'enseignement élémentaire, enfin dans le secondaire, on se demandait sur quoi on allait faire travailler en même temps en français, en mathématiques, en sciences de la vie, etc. Alors je me souviens de trucs, par exemple, comme la forêt. Alors, le prof de français trouvait un texte où on parlait de, je ne sais pas moi, des enfants perdus dans la forêt, etc. Vous voyez, le prof de bio parlait des arbres, bon, et il n'y avait pas de dialogue, ça ne servait à rien. Alors, d'autres fois, on peut trouver un petit truc comme ça, mais qui est un petit truc, hein, qui permet de faire quelque chose d'un peu transversal, une petite amorce, mais ça
ne bouge pas sur une réflexion plus profonde. Il se trouve qu'il y a 5 ans, j'avais publié un bouquin qui est une histoire du petit déjeuner. Peu importe, c'est parce que c'est une vision, ça permet de comprendre les rapports d'ensuite chaque matin, puisqu'on voit des poissons d'origine tropicale. Bon, je vais faire cette parenthèse. Mais c'est un truc qui a énormément plu à l'interdisciplinaire et j'ai ensuite été invité dans beaucoup de collèges et de lycées. Alors, plus souvent privé que public, parce que là aussi, c'est une petite différence qui fait que c'est beaucoup plus facile dans le privé où les contraintes sont moins fortes pour les limites disciplinaires, où le prof de maths ne va pas forcément dire « Ah non, je ne vais pas faire de la géographie, c'est pas mon domaine, et réciproquement. » peut-être, ou même simplement faire de la géographie d'ailleurs pendant l'heure de maths, parce que le prof, voilà, c'est très difficile à faire ce genre de choses. Dans le privé, on le fait. Donc, il y a eu énormément d'heures comme ça sur le petit déjeuner. Ça parlait aux gamins, c'était en plus des avantages diététiques pour ceux qui viennent contrôler. Enfin bon, il y avait des tas d'objectifs qui n'étaient pas forcément très interdisciplinaires, de vêtements de gestion d'adolescents. Et on a, moi je vous racontais des trucs sur le petit déjeuner. Effectivement, c'était un peu interdisciplinaire, et là il y avait vraiment une petite amorce à partir d'un cas concret. Mais ensuite, c'était intéressant de revoir les enseignants 2 ou 3 ans plus tard, ça m'est arrivé plusieurs fois d'essayer de le faire, ça n'avait aucun effet. Ça avait été un petit moment, ce qu'on appelle gadget, et puis cet effort pouvait éventuellement être reproduit une fois ou deux. Il suffisait que quelqu'un dans l'équipe change pour que le temps. Et ça n'avait pas d'effet structurant intellectuellement sur les types de langage commun que l'on pouvait éventuellement élaborer, même s'il y avait eu peut-être quelques briques qui pouvaient être faites. C'est pour ça que cette disciplinarité, je suis peut-être très polémique là-dessus, et plus que mes collègues, mais je crois que c'est important. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pour ça que j'ai employé mon métier en référant à l'archéologie au départ, c'est pas pour ça que le métier n'est pas important, au contraire, mais le métier, il a un objectif qui est construire un pont. L'ingénieur, c'est un métier, c'est pas une science, c'est pas un champ scientifique en tout cas. L'archéologie me semble tout à fait du même ordre, le médecin me semble du même ordre, etc. L'enseignant me semble du même ordre. Il y a des métiers qui nécessitent effectivement de construire un certain nombre de savoirs et il faut que le magasin des savoirs soit le plus ouvert possible, que ce soit le plus immense hypermarché possible, et qu'on fasse des études en étant d'abord curieux, polyvalent possible, et 2, qu'on ait un projet, qu'on le fasse dans le cadre d'un projet professionnel. Rien à voir avec s'inscrire en physique à l'être occupable. Si je peux juste faire une remarque peut-être un peu polémique. Notre ministre précédente de la Recherche intervenait récemment dans une table ronde au Midi Libre, où elle a quand même déclaré que, oui, on comprend très bien que les mathématiques n'attire pas beaucoup parce qu'on ne pouvait pas se projeter dans un métier. Oui, en même temps, si tout le monde pouvait faire des mathématiques. Mais bon, c'est un petit peu choquant d'avoir ce genre de discours repris au niveau ministériel. Oui, moi, du coup, je vais rebondir parce qu'effectivement, alors d'abord, je vais dire très vite que je suis impliqué depuis quelques années dans un projet Erasmus+, entre 5 pays, enfin 4 pays, 5 universités, 2 pays en Italie, un pays en Crète, un pays en Grèce, la Crète, et l'université de Barcelone, donc c'est Bologne et Parme en Italie, Montpellier en France, et puis donc l'université de Crète et l'université de Barcelone. Et on réfléchit précisément à développer des modules pour la formation des enseignants du second degré, authentiquement interdisciplinaires. On a 3 domaines disciplinaires, hein, la physique, l'informatique et les mathématiques, parce que c'était nos domaines d'expertise. Quelque chose qui est très important, c'est la question de l'épistémologie des disciplines. C'est-à-dire que quand vous voulez faire un travail interdisciplinaire authentique, il faut qu'il y ait des gens qui portent les disciplines, qui portent l'épistémologie des disciplines, qui portent les connaissances, qui portent les savoirs, pour que le travail puisse se faire. Alors, dans ce projet, on travaille aussi avec linguistes, naturellement, évidemment,
Mais je pense que la question de l'épistémologie est très importante et ça me permet de rebondir sur ce que tu disais parce que, par exemple, les mathématiques et la philosophie ont énormément de choses à faire ensemble. Donc nous, on essaie depuis des années, à l'IRM de Montpellier, à d'autres endroits, de développer des activités conjointes entre les philosophes, les enseignants de philosophie, les enseignants de mathématiques, parce qu'il y a des objets qui sont communs. Nous, on a monté un projet autour de l'infini, par exemple, et on a fait tout un travail, et on a fait un travail en collaboration avec les philosophes, parce que c'est un objet d'étude qui est important pour les mathématiques, qui est important pour la philosophie, et bien au-delà, pas seulement. Mais en tout cas, voilà. Et je pense que cette question-là est essentielle. On ne peut pas faire l'économie. Donc, on a besoin d'avoir des gens qui sont formés dans leur discipline, et je pense que ça rejoint ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, si je peux contribuer dans un projet interdisciplinaire, c'est parce que j'ai quand même une formation solide en mathématiques qui me permet, voilà. Et il faut faire très attention parce que sur cette question de est-ce qu'on fait remonter les méthodes du primaire jusqu'au collège. Bon, je pense qu'il y a vraiment des choses à réfléchir pour le collège. Mais moi, j'ai eu une collaboration avec un collègue danois et on avait fait un projet conjoint. Au Danemark, les professeurs de collège sont formés en même temps que les professeurs d'école primaire et ils sont polyvalents. Et puis seulement à partir du lycée, c'est plus polyvalent. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, bah, ce qui se passe, c'est que finalement, et c'est ce qu'on avait fait montrer dans la recherche, les professeurs, effectivement, danois, ils étaient beaucoup plus à l'aise sur le plan pédagogique, on va dire, mais ils étaient beaucoup plus faibles en mathématiques, et de fait, ils n'étaient pas capables parfois de répondre correctement aux propositions que leur faisaient leurs élèves en mathématiques, c'est-à-dire ils donnaient des résultats qui étaient faux. Et donc, c'est une vraie question, ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les savoirs puissent se construire. Si on veut construire des ponts, il faut des gens qui aient des connaissances extrêmement précises. On a besoin de mathématiques, on a besoin de résistance des matériaux, on a besoin de plein de choses. Donc, on ne peut pas faire l'économie de ça. Et moi, je pense vraiment que ça fait partie des enjeux très importants. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir des corps de savoir qui sont stables, constitués et qui puissent interagir. Je pense que c'est important. Et par rapport à la réforme des mathématiques, des sociétés savantes de mathématiques et les sociétés savantes de sciences expérimentales se sont beaucoup mobilisées contre effectivement le projet qui a été mis en place, qui est par exemple très déséquilibré du point de vue de l'organisation de la classe de première et de la classe de terminale, qui impose à des élèves d'abandonner une spécialité en terminale alors que c'est complètement cohérent dans leur parcours et que ça leur donne des billes justement pour pouvoir se projeter vers des choses plus interdisciplinaires. Donc, on a une réforme du lycée aujourd'hui qui détruit même la possibilité de faire ça. Donc, je pense que c'est très important qu'on puisse essayer d'obtenir que ça soit réviser et réévaluer. Nous, on se bat pour ça depuis des mois et des mois en essayant de faire passer, d'expliquer et de montrer en quoi c'est aussi un obstacle pour la suite. Et oui, nous, on pense, les mathématiciens pensent qu'il faut que tous les élèves au lycée puissent continuer à faire des mathématiques parce que les mathématiques, on en a besoin et pas seulement pour des études scientifiques dites sciences de la matière, on va dire, et sciences formelles, puisque c'est le vocabulaire que vous avez effectivement utilisé. Il y a aussi besoin de mathématiques en économie, il y a besoin de mathématiques en géographie, il y a besoin de mathématiques en architecture, il y a besoin de mathématiques en linguistique, enfin, etc. Donc, on a besoin qu'il y ait une culture commune mathématique qui existe et qui puisse interagir. Voilà. Je crois que Cyril veut réagir. On aussi après, je suppose. Oui, juste pour rebondir sur ce que vient de dire et faire aussi un pas de côté, on a pensé surtout en termes de formation, et bien entendu, c'est des élèves qui sont ensemble. Moi, je pense aussi, et c'était peut-être explicité ma remarque du début, la crainte que l'interdisciplinarité vienne en quelque sorte en paravent d'une attaque, et je vais parler tout de suite des corps. Parce qu'il y a une dimension, j'allais dire évidemment politique aussi, des corps, en un sens extrêmement large, un personnage politique, au sens où les corps constitués, notamment les corps qui sont créés par les concours, les corps qui sont créés aussi par les institutions, sont des lieux d'autonomie, des lieux où les savants, ceux qui sont savants à un certain degré,
s'organisent et s'auto-organisent indépendamment du pouvoir politique. Moi qui ai enseigné pendant 6 ans la philosophie de l'éducation en UFM, puis en SP, puis en INSP, j'enseignais beaucoup Condorcet, bien sûr, qui est pour beaucoup l'ADN de l'école républicaine, en tout cas ce qu'elle a meilleur. Et Condorcet, que ce soit dans les mémoires comme dans le rapport, indique bien qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait une autonomie pour ce qui est de ce qu'on appellerait nous les programmes du monde savant. Et cette autonomie présuppose un certain nombre de garde-fous pour empêcher le pouvoir politique d'opérer un pilotage managérial aujourd'hui, ou en tout cas une détermination qui enseigne quoi et à quel moment, indépendamment de toute l'organisation proprement savante de la science. Et ça, c'est extrêmement important pour Condorcet. Il y a un certain nombre de dispositifs comme ça. Et il se trouve qu'on parle ici sous l'égide de société savante, c'est encore plus important que ça a un écho. Moi, il me semble qu'il y a un certain nombre d'attaques sur les corps, précisément, avec un certain nombre d'arguments qui sont parfaitement légitimes. L'argument de la fluidification. La fluidification, c'est aussi du dynamisme. C'est aussi, évidemment, briser des os qu'on a dans la tête. Mais si c'est définition de Goethe de la philosophie, on brise les os qu'on a dans la tête. Mais si on continue à briser les os, on brise aussi le squelette. Et ça, c'est très dangereux. Il y a une dimension d'attaque sur les corps. Je pense que la façon dont les sections CNU sont vidées de leur contenu progressivement. Et ça, c'est extrêmement grave parce que, chose à dire contre le CNU, contre telle ou telle organisation, et moi aussi j'en ai. Le CNU, c'est d'abord un lieu aussi où la profession s'organise elle-même. La profession se gère elle-même et n'est pas entièrement dépendante. Ce sont aussi des points de résistance. Même quelque chose comme l'agrégation, je sais qu'on peut dire beaucoup de choses contre l'agrégation. Je vais dire quelque chose de positif sur l'agrégation, notamment dans nos disciplines en philosophie et en anglais. Ce sont les années, l'année d'agrégation, par quoi ce sont les années en philosophie. L'année de préparation à l'agrégation, c'est une grande année interdisciplinaire. Parce que c'est la seule année où, par exemple, en philosophie, quelqu'un qui s'est intéressé exclusivement, qui va s'intéresser exclusivement à la philosophie Spinoza du XVIIe siècle, va être obligé de travailler sur d'autres périodes, sur d'autres thématiques. En anglais, et là je voudrais le souligner aussi, en anglistique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'anglistique, c'est un ensemble de sous-disciplines extrêmement structurées. Si on pense que ce n'est pas de l'interdisciplinarité qu'un littéraire, un civilisationniste, un didacticien et un linguiste travaillent ensemble dans un département d'anglais, c'est qu'on n'a pas vraiment fréquenté un département d'anglais. Et l'agrégation d'anglais, c'est le moment où quelqu'un qui fait des études d'anglais parce qu'il est essentiellement intéressé par la dimension linguistique, par exemple, même la dimension phonétique historique, va être obligé de faire de la littérature, de différents siècles, de différentes aires géographiques. Et donc, c'est un grand moment d'intégration, en fait. Donc, quelque chose qu'on pourrait qualifier d'extrêmement dangereux, créateur de silos disciplinaires, est aussi, par un certain autre aspect, un grand moment d'interdisciplinarité ou de formation pluridisciplinaire à l'intérieur d'un même champ, certes, mais un champ qui est lui aussi déjà pluriel. Voilà. On a une question. Je voulais en fait réagir par rapport à votre propre série, mais le précédent, pas juste là. Et moi, je suis chercheur, donc en fait, c'est que par rapport à la formation à l'interdisciplinarité, non dans les primaires, collèges et lycées, mais en fait après à l'université et dans le cadre de la recherche. Et ma question fait écho à votre réflexion sur être auteur. Et auteur unique, auteur multiple. Moi, je suis dans le domaine de médical, auteur multiple en général. Sur l'évaluation pour les recrutements qui, eux, sont disciplinaires, du travail interdisciplinaire, et sur la capacité de publier, d'avoir un lectorat adéquat pour un travail interdisciplinaire qui ne peut pas être publié que dans une revue ou un journal disciplinaire. Et en fait, tant qu'on n'a pas des choses opérationnelles là-dessus, pour les crédits pour des projets interdisciplinaires, l'évaluation des thèses, bien sûr, on a plusieurs disciplines dans le jury, mais où
finalement, comment on valorise le travail interdisciplinaire dans les thèses, et puis ensuite dans les recrutements et la carrière des chercheurs, je pense qu'on sera toujours un peu pointeux sur le plan de l'interdisciplinarité. Parce que bien sûr, je suis d'accord qu'il faut des disciplines, mais le travail interdisciplinaire lui-même, son évaluation, c'est pas ça encore. Alors, je vais avoir un peu mon retour là-dessus. Oui, par rapport à ça, il me semble qu'effectivement, votre question, elle est liée quand même à ce dont on vient de discuter. Mon hypothèse, je ne suis pas une spécialiste, mais je connais quand même un certain nombre de laboratoires où il y a vraiment de l'interdisciplinarité. Ce qui fonctionne en interdisciplinarité, je pense, c'est quand il y a justement des chercheurs spécialistes de différents domaines qui travaillent ensemble sur des objets de recherche, sur des projets de recherche, ce que nous a montré Florent tout à l'heure. Alors moi, je connais un exemple que je connais un petit peu, hein, je n'ai pas travaillé du tout avec eux, mais il y a un laboratoire qui s'appelle Neuromode à l'université Nice-Côte d'Azur, et là, il y a vraiment des chercheurs de tous les domaines, des sciences expérimentales, des sciences formelles, des sciences humaines, etc. Ils travaillent à des neurosciences, il y a des sciences humaines, il y a des humanités, donc, parce qu'ils ont des objets d'études communs. Je pense que le seul, pour moi, un moyen, en tout cas efficace, c'est d'avoir des objets d'études communs qui demandent des expertises qui sont variées, complémentaires et qui peuvent être articulées. Et c'est comme ça qu'on peut développer de l'interdisciplinarité. Alors là où, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que l'institution, et pas seulement l'école, mais pas seulement l'institution, dit qu'il faut faire de l'interdisciplinarité, mais la structuration de l'institution a du mal à suivre. Donc là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors, on voit au CNRS, ils font un peu des efforts quand même. Hein. D'ailleurs, l'INSEE, hein, c'est mathématiques interaction, hein, c'est pas... mais quand même. Et puis, il y a des sections pluridisciplinaires, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile, mais on peut pas... il y a très peu de gens qui sont capables d'être interdisciplinaires eux-mêmes. Et aussi, à cause de ce que tu disais, c'est parce que dans notre propre domaine, on est déjà interdisciplinaire. Je veux dire, un mathématicien, s'il fait de l'analyse, s'il fait de la géométrie, s'il fait de la topologie, s'il fait de la combinatoire, etc., si en plus il fait de la théorie des graphes et d'interface avec l'informatique, il est déjà dans son travail au quotidien en train de croiser des domaines et des champs. Et donc, si on veut croiser avec des champs autres que le domaine. Voilà. Et je voudrais dire aussi par rapport à ça, moi je pense que les sociétés savantes ont un rôle à jouer, et je rebondirai bien sur ce que tu as dit. Alors, je vais donner un exemple. Le Conseil supérieur de l'éducation nationale organise une journée qui s'appelle Mathématiques pour tous, faire aimer et pratiquer les mathématiques à l'école depuis la maternelle au lycée. Eh bien, les sociétés savantes n'ont pas été sollicitées. Le choix qui a été fait a été de solliciter des individus, pas les sociétés savantes, du tout. Je ne dis pas qu'il faut solliciter que les sociétés savantes. On peut quand même penser que sur une thématique comme celle-ci, c'est raisonnable de solliciter les sociétés savantes qui font dialoguer entre eux des acteurs qui sont les gens qui sont sur le terrain, qui font le travail, qui sont en contact avec des élèves, des étudiants, etc., avec la profession. Voilà. Et donc, je pense qu'on a besoin de ça. Les sociétés savantes, c'est des endroits où on dialogue, où on échange. Et en plus, on a une société qui rassemble toutes les sociétés savantes et qui permet justement d'ouvrir des dialogues, de favoriser. C'est-à-dire, parce qu'on a à la fois besoin de notre tribu, je vais utiliser un terme, on a à la fois besoin de notre tribu et on a besoin de sortir de notre tribu et de rencontrer d'autres tribus et de faire des choses avec d'autres tribus pour enrichir notre propre tribu. Mais voilà, donc je pense que c'est très important cet aspect-là. On va passer la parole d'abord à Florent et puis après à Christian. Le temps est passé très vite, donc on va être obligé de s'arrêter après. Il est minuit 10, en effet. Moi, je voulais dire, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on a un souci de reconnaissance, effectivement, de ces activités-là, qui sont, comme vous l'avez dit, difficiles pour l'institution de l'admettre. À une échelle moindre, on peut se dire, bah oui, il faut que les écoles doctorales, par exemple, reconnaissent l'interdisciplinarité, ça, ils ne savent pas le faire. Il faudrait que les laboratoires le reconnaissent aussi. Pour autant, maintenant, la préconisation, c'est un seul laboratoire, et donc on est collaborateurs externes privilégiés.
je ne sais pas si ça veut dire grand-chose. Donc, effectivement, ça se pose la question de la co-signature. On en a déjà parlé de publication. Pour autant, même si les sociétés savantes doivent jouer un rôle de lobby, ça c'est une très bonne initiative. Je pense que c'est aussi, comment dire, on ne peut pas forcer l'interdisciplinarité. En fait, c'est avant tout une aventure humaine. Et finalement, je sais qu'on a pas mal d'échecs aussi de projets interdisciplinaires parce que les collègues n'adhèrent pas à ces projets. Là, je pense qu'il faut aussi se poser la question pourquoi ils n'adhèrent pas. Ils n'adhèrent pas parce qu'ils ne sont pas capables de valoriser en fait, vos CV, tout simplement, ou pour un dossier de promotion, ces activités-là. Ils ne savent pas comment reconnaître la co-signature d'articles. Effectivement, l'histoire des sciences et des techniques, ça y est, maintenant c'est un peu entériné, mais avant c'était un an. Quoi. Et quand on arrivait, on en mettait 5 ou 7, parce que c'est un travail d'équipe. Quoi. On disait, bah non, il en faut un. Bah non. Et du coup, je te rejoins tout à fait. Enfin, on a maintenu, on a réussi. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on expérimente des choses, qu'on les fasse reconnaître. Juste pour faire un lien avec l'information, sur Nantes, là, vous avez parlé d'une option de génie numérique. Dans le cadre de Nantes Université, on raisonne avec tous les établissements du site en fait. On a des affinités avec Beaux-Arts, par exemple, avec l'UFR Sciences, qui a déjà un master en civilisation et culture. Et ben, on va essayer de faire quelque chose tous ensemble. Voilà. Ça, je crois que c'est une vraie nouveauté. Alors, il va falloir repasser entre les mailles du filet. Imaginez une formation de Bac plus 5 ingénieurs qui sera peut-être en 6 ans. La dernière année, on va faire 2 années de master. On va bidouiller, mais on va y arriver. J'en suis convaincu. La présidente dit qu'on a un établissement expérimental. Eh bien, nous allons expérimenter une nouvelle formation. Voilà. Oui, c'est juste 2 choses. La première, c'est vous avez prononcé 2 mots qui étaient même à l'intérieur des mathématiques, on est pluridisciplinaire, donc je ne sais pas, le topologue, évidemment, il doit dialoguer avec d'autres éléments de mathématiques, mais je suis sûr que la topologie, c'est très pluridisciplinaire à l'intérieur. Il y a des tas de formes que je serais incapable de discerner, mais qui sont certainement très fortes. C'est-à-dire que oui, c'est vrai pour tout. Pour reprendre une formule que j'aime bien aussi, comme Dominique Carciat l'a utilisé tout à l'heure, à un bout de la recherche, il y a la personne, alors j'en ai déjà mis le mot presque que tu as utilisé, qui est de dire que le chercheur, c'est celui qui sait tout sur rien, mais à l'autre bout, finalement, c'est le prof d'école qui sait rien sur tout. C'est-à-dire que tout le problème, et chaque fois, on a... Dans les faits, oui, ça fonctionne un peu, c'est caricature, mais ça fonctionne un peu comme ça. Et à chaque moment, on va réduire le caricature, bien sûr. Certes, franchement, bien sûr. Mais il ne sait pas rien sur tout parce que c'est même pas tout. Ce qu'on enseigne à l'école élémentaire, c'est pas toute la vie. Ok, il y a beaucoup d'autres choses. Ok, il faudrait même aller beaucoup plus. Bon, mais chaque fois, on a des objets qui vont progressivement, et là, cartographe que je suis, le bal pensé en termes d'échelle, entre le 0 et l'infini de mon schéma, vous avez chaque fois des éléments qui vont créer des champs, qu'on va appeler éventuellement des disciplines, qui vont éventuellement s'incarner dans des institutions, et j'étais très sensible à votre remarque sur le fait que ça leur donne de l'autonomie. Par rapport à la science, de ce fait, besoin de cette autonomie par rapport aux politiques, l'économique, etc., ou d'autres types de forces sociales, mais que vous avez un certain nombre de champs qui vont progressivement s'emboîter les uns dans les autres, dans les mathématiques, dans les sciences. Donc, on a là un jeu d'échelle où chaque fois il y a une discrétisation qui est importante. C'est celle-là, ces éléments-là qu'il faut à la fois bien mettre en évidence et maintenir souple. Parce que les choses changent. Là, je le dis en termes extrêmement généraux, toujours caricatural, mais c'est l'élément important. Sachant que tout cela, que je présente de manière éthérée, a une sociologie. Souvenez-vous, en 1984, Pierre Bourdieu avait publié Homo Academicus, qui avait été assez mal reçu, parce qu'on est parti chez les géographes parce qu'on était tombard de classement. Mais Homo Academicus, c'était une sociologie des disciplines universitaires, les unes par rapport aux autres, avec leur légitimité, leur illégitimité, leur regard qu'elles sont sur les autres. Et ça ne peut pas ne pas jouer dans l'interdisciplinaire de la recherche, y compris en matière d'éléments très concrets comme des recrutements. Alors là, je pense que nous avons une expérience commune. Géographe, j'ai participé à des comités de section, de recrutement de conférences de physiciens, de mathématiciens, pension didactique. Et donc, j'étais didacticien de service. Bon,
difficile qu'on m'écoute en matière de physiciens, puisque la moitié au moins de ces comités étaient composés de physiciens non didacticiens. Ce qui voulait, c'est recruter un bon physicien pour leur labo, hein, ils s'en fichaient. Avec toujours l'idée que les didactiques, il apprendra après. Ce n'est pas un mépris, si vous voulez, disciplinaire. Nous ne sommes pas trop caricatural, par rapport à un champ disciplinaire particulier qui était la didactique et la mathématique, qui semblait nullement méprisable et particulièrement utile, et nécessaire pour leur propre reproduction de leur propre corps, qui était celui des mathématiciens. Enfin, bon. Donc, ou des physiciens, etc. Donc là, on ne peut pas ne pas en tenir compte dans le jeu concret, pratique, politique interne de leur recherche elle-même. Merci. Dernier mot pour Cyril, là, non, c'est bon? Eh bien, alors, dans ces cas-là, on va. Viviane. Alors, c'est Viviane qui aura le dernier mot. Moi, je vais revenir sur les professeurs d'école. J'ai été formatrice de professeurs d'école pendant 11 ans à l'UFM de Lyon. Et j'ai été enseignante du secondaire, formatrice de professeurs d'école, enseignante à l'université, formatrice de futurs profs du secondaire, formatrice de doctorants, etc. Eh bien, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le métier de professeur d'école, c'est un des plus difficiles de tous ceux que je viens de citer. Et les professeurs d'école, ils ont beaucoup de connaissances, c'est pas vrai, et c'est pour ça que je pense que c'est très important. C'est un métier qui est extrêmement complexe, précisément parce qu'il faut enseigner de très nombreuses disciplines, qui sont au moment où on commence et où on sait presque rien. Et que si vous pensez juste, qu'est-ce que ça veut dire faire apprendre le nombre, non pas la liste, non pas la quantité numérique, mais faire apprendre le nombre et faire comprendre ce que c'est que le nombre et aller vers le concept abstrait de nombre, parce qu'il n'y a rien de plus abstrait qu'un nombre, c'est un travail colossal qui demande une expertise, un savoir-faire extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin d'une formation très solide en didactique des mathématiques, comme en didactique des langues, comme en didactique de toutes les disciplines pour les futurs professeurs d'école. Parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile. Voilà, donc c'était quelque chose, je pense qu'il faut garder ça présent à l'esprit. Et c'est aussi, voilà, l'école, elle commence là, mais elle commence très fort. Et elle commence très fort tout de suite. Merci beaucoup. Je vous propose d'en rester là. Je vous remercie, nous remercions tous les quatre de votre participation et de toutes ces idées qui ont été lancées et qui sont enregistrées. Et nous nous en parlerons. Merci pour l'invitation. Il nous reste à conclure ces 2 journées et demie. Je vais donner la parole à Patrick Lemaire, président du Collège des sociétés savantes académiques de France.